Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et bonjour Thomas. Bonjour Laurence. Au sommaire d'Osez entreprendre ce matin. Je vais vous raconter l'histoire de la vache qui rit. Ça sera notre saga de la semaine. Et notre grand témoin, Tine Collard, présidente de Noodies. Nous allons parler mode, maroquinerie et forcément entrepreneuriat. Et se lancer dans le e-commerce, ça sera notre dernière chronique de l'année. Comment réussir dans ce domaine en constante évolution. Voilà, et on commence avec la saga de la semaine, Thomas, en partenariat avec le magazine Entreprendre. On part dans le Jura français pour découvrir une histoire passionnante, celle de la vache qui rit, on connaît tous. Alors Thomas, par où commence cette incroyable aventure ? Eh bien Laurence, tout commence en 1865 à Orgelet, un petit village du Jura. Jules Bell y fonde une modeste fromagerie pour affiner de l'emmental et du gruyère. Imaginez un artisan travaillant au pied des Alpes dans une région célèbre pour ses produits laitiers. Il était loin de se douter qu'il posait les bases d'une marque iconique. Alors justement, comment cette petite entreprise familiale a-t-elle pris son essor ? En 1898, les deux fils de Jules, Henri et Léon, déménagent la fabrique à Lons-le-Saunier, une ville stratégique grâce à son réseau ferroviaire et à sa sonnerie, ce qui est un endroit où on recueille et l'on traite le sel. Mais c'est surtout Léon, le cadet, qui va marquer l'histoire. Pendant la Première Guerre mondiale, il découvre un dessin humoristique, un bœuf hilar sur un camion de ravitaillement. Cet emblème lui inspire le logo de la future marque. Très drôle. Alors, quand la vache qui rit est-elle finalement officiellement née alors ? En 1921, Laurence, c'est là que Léon Bell a une véritable révélation. Il découvre le concept du fromage fondu grâce à une famille suisse. Avec leur aide, il crée une recette unique et lance la production. 3 ans plus tard, en 1924, il y a tout juste 100 ans, la vache rouge emblématique arbore ses fameuses boucles d'oreilles en triangle, une idée soufflée par la femme de Léon. Et aujourd'hui, où en est la marque alors ? Aujourd'hui, la vache qui rit est un véritable phénomène mondial. Plus de 10 millions, quand même, entendez bien, 10 millions de portions sont vendues chaque jour dans 120 pays. Le secret de la vache qui rit, c'est une recette intemporelle et des innovations constantes avec des saveurs pour tous les goûts. Une success story qui continue de faire sourire le monde entier. C'est vrai. Allez, on passe au témoin de la semaine. Nous sommes avec Tine Collard, présidente de Noodies, une marque de maroquinerie haut de gamme créée en 2019, installée à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Sa vocation, rendre l'élégance abordable et responsable. Bonjour Tine Collard. Bonjour. Tine Collard, vous n'avez pas, on va raconter à nos auditeurs, vous n'avez pas un parcours banal. Vous faites des études dans la céramique et vous devenez carreleur mosaïque sur les chantiers et vous allez décider un jour de tout arrêter. Alors pourquoi ce changement de vie quelque part ? Alors effectivement, je fais une reconversion dans le monde du cuir en 2012 suite à un incident sur un des chantiers en tant que carreleur. Et donc là, je vais enchaîner sur 9 ans dans la maroquinerie de luxe où j'apprends je redémarre de zéro et j'apprends toutes les ficelles du métier. Oui, c'est ça, parce qu'en 2012, effectivement, vous avez engagé une reconversion dans les métiers du cuir, vous venez de nous le dire, et vous allez apprendre le métier de piqueur, très concrètement, en intégrant la maison de luxe, on va la citer, Louis Vuitton, dans laquelle, quelques temps après, vous intégrerez le bureau d'études qui mettait au point les sacs Louis Vuitton. C'est ça votre parcours initiatique ? Tout à fait, c'est ça, exactement. Alors, en 2021, on va s'intéresser à votre marque, Noodies. Vous lancez donc cette société car vous intéressez au Made in France. C'est ça l'élément déclencheur ? Alors, c'est en 2019, donc là, il y a vraiment la création de l'entreprise, mais en amont, on va dire 1 an ou 2 ans avant, je commence à m'intéresser au Made in France de par la marque qui est donc basée à Romans-sur-Isère, donc là où je suis actuellement, la marque 1083. Donc là, ça s'ouvre, on parle de relocalisation des savoir-faire, on parle du Made in France. À ce moment-là, le Made in France n'a pas l'essor qu'il a aujourd'hui. Donc, quand on parle Made in France, on est encore sur, on imagine encore des marques des produits encore un peu ringards, un peu trop chers, un peu peut-être même ciblés. C'est pas si évident. Et la marque 1083 va s'ouvrir vraiment sur le Made in France et en parler très ouvertement. Et donc là, je m'intéresse. Et là, je me dis, avec ce que j'ai appris, l'exigence et l'excellence que j'ai entre les mains, qu'est-ce que je peux faire de mon côté pour relocaliser la maroquinerie ? Alors avant qu'on rentre dans le détail, effectivement, sur votre structure, c'est vrai, vous évoquez le fait que le Made in France fut une époque était quelque part pas considéré, objectivement aussi par les consommateurs, au-delà du fait aussi que on est associé aussi à un prix fort.
parce qu'il y a de la main-d'œuvre et la main-d'œuvre en France est plus chère que dans certains pays, évidemment, que nous connaissons tous. Alors, ça a beaucoup changé. Récemment, d'ailleurs, vous aviez le salon du Made in France qui s'est tenu à Paris, qui a été fortement fréquenté. Donc, on voit bien que là, il y a un goût pour le public d'aller vers le Made in France. Vous le ressentez, vous, dans les échanges que vous avez avec des clients, des prospects? Bien sûr. Alors, je pense que clairement, le Covid a forcé un peu les choses. En Comme quoi? tout s'est arrêté, comme tout s'est arrêté, Oui. je pense que les gens, comme vous, comme moi, comme n'importe qui, on commence à regarder ce qui se passait autour et à voir. Alors là, on parle de mode, mais on parle aussi de consommation, même alimentaire ou autre. Plus responsable. Voilà, plus responsable, de savoir, tiens, d'habitude, j'achète, je fais l'achat sur Internet ou autre, comme tout est arrêté, je vais regarder ce qui se passe autour de moi et je pense que le Made in France en a profité. Tine Collard, il y a un instant, j'évoquais aussi le phénomène selon lequel c'était considéré comme plus cher. Et c'est pas qu'une considération, c'est aussi une réalité. Est-ce que vous jugez, est-ce que vous le ressentez, que les consommateurs sont prêts à payer plus cher, et pas que pour l'alimentaire? Parce que dans votre cas, vous n'êtes pas dans l'alimentaire, vous êtes dans la maroquinerie. Est-ce que les gens sont prêts à payer plus cher un sac, par exemple, sous prétexte qu'il est fait en France ou assemblé en France? Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez cette transparence, alors déjà, il y a des labels, notamment le label Origine France Garantie, qui permet d'avoir une traçabilité et une transparence pour le consommateur, de savoir ce qu'il achète, où c'est fabriqué. Il y a aussi cette notion d'aider les entreprises. Alors, ça va nous aider, nous, mais aussi indirectement d'autres entreprises qui travaillent avec nous. Et ça permet de recréer, en fait, de relocaliser aussi des savoir-faire qu'on avait perdus. En fait, ça a vraiment eu un énorme bienfait et je pense que le fait qu'on soit de plus en plus nombreux, faut savoir qu'au salon, aujourd'hui, on est plus de 1000 exposants. Donc, c'est très important que ce soit dans tout domaine, cosmétique, mode ou alimentaire. Et plus on va acheter, plus on va produire, plus on va avoir de la quantité et plus on va pouvoir faire diminuer les coûts de production. Et donc, forcément, les prix de vente sur le Made in France. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut effectivement qu'on ait un effet levier par le volume qui va permettre dans quelques années, parce qu'il faut quand même du temps pour en arriver là, à réussir à faire baisser du coup les coûts de production. Et de facto, on baissera les coûts de vente, les prix de vente, pardon. Exactement. C'est ce qu'a fait 1083, le slip français et d'autres marques qui ont grandi dans les quelques années, les dernières quelques années, et qui ont ouvert cette porte à d'autres plus jeunes marques. Et aujourd'hui, on a cette force de pouvoir avancer ensemble et de mettre en avant notre savoir-faire et puis forcément de plus en plus avec des prix plus attractifs. Alors dans votre marque Noodies, dont on parlait au début de notre entretien, on retrouve quel type de produit? Maroquinerie, c'est une appellation large en soi. Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre marque? Alors, on a la maroquinerie, donc les sacs, notamment. Donc, on va avoir une ligne homme et une ligne femme. Oui. Et puis, on va avoir les accessoires. Alors, en accessoires, on va avoir, par exemple, portefeuille, ceinture, des petites pochettes à porter facilement. Alors, vous dites que vous voulez rendre l'élégance abordable et responsable. C'est un peu le leitmotiv de votre marque. Alors, en quoi c'est élégant, abordable, et en quoi c'est responsable, justement? Alors, abordable parce qu'aujourd'hui, on travaille en ultra local. C'est-à-dire qu'on a 95% de nos fournisseurs qui sont à moins de 3 km de notre atelier. Ce qui fait qu'on diminue forcément les coûts au niveau logistique, mais aussi on essaye de travailler en optimisant nos produits et donc en diminuant le coût de production. Donc, on va rendre notre produit avec toute la qualité, l'excellence qu'on peut y donner dans notre savoir-faire, mais avec un prix beaucoup plus abordable. Et je suis responsable parce que j'ai été formée à l'éco-conception. Donc, aujourd'hui, on est l'une des seules marques de maroquinerie française à calculer l'empreinte carbone de ces produits, et ce, dès leur conception. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut jouer sur notre empreinte carbone dès le départ en sachant appuyer sur les points rouges et pouvoir s'améliorer. Tine Collard, une dernière question. Pour nos auditeurs qui souhaiteraient retrouver vos produits, ils peuvent les retrouver à quel endroit? Alors, vous pouvez les retrouver bien sûr sur notre site internet nodisofficiel.fr. Et puis aujourd'hui, donc à Romans, on a ouvert notre première boutique depuis septembre. Donc, on a un lieu d'exception pour vous accueillir. Et puis d'autres revendeurs un peu partout en France que vous retrouverez sur notre site directement. Parfait, merci à vous. Merci.
Merci beaucoup, Tine Collard. Je rappelle que vous êtes présidente de Nodiz. Allez, tout de suite, les essentiels de l'entrepreneuriat. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Alors, ce matin, on s'attaque à un univers qui fait rêver beaucoup d'entrepreneurs, Thomas, le e-commerce. Première question d'ailleurs, pourquoi ce secteur attire-t-il autant ? Parce que, Laurence, il combine flexibilité et opportunité. Le e-commerce permet de toucher des clients partout dans le monde, 24 heures sur 24, bien évidemment, avec des outils et des plateformes accessibles. Créer sa boutique en ligne n'a jamais été, en fait, aussi simple. Sans compter que la pandémie a accéléré les habitudes d'achat en ligne. Bref, c'est un marché dynamique et en pleine croissance. Voilà. Alors forcément, ça peut peut-être inspirer, donner envie à beaucoup d'auditeurs, mais comment réussir dans un secteur aussi concurrentiel ? La clé dans ce domaine, j'allais vous dire aussi comme dans d'autres domaines, c'est de se démarquer. D'abord, choisissez un produit ou un marché de niche. Mieux vaut vendre des articles spécifiques avec une vraie valeur ajoutée que de se perdre dans la masse. Ensuite, vous investissez dans une belle expérience utilisateur, un site rapide, intuitif, en mobile friendly, c'est essentiel. Et enfin, vous soignez votre marketing, des campagnes sur les réseaux sociaux, des influenceurs et surtout un storytelling fort pour capter l'attention de vos clients. Alors ça, c'est pas mal déjà comme premier conseil. Côté logistique, quels sont les pièges à éviter, Thomas ? D'abord, la logistique, effectivement, Laurent, c'est le nerf de la guerre. Il faut quand même l'avoir en tête. Il faut bien gérer vos stocks pour éviter les ruptures ou le surstockage, l'un ou l'autre. Et choisissez des partenaires fiables pour la livraison. Amazon a habitué les clients à une rapidité impressionnante. Alors, il faut s'aligner sur leurs critères. Si vous débutez, les modèles comme le dropshipping peuvent être une option pour tester sans trop de risques. Mais à terme, mieux vous maîtrisez votre chaîne de livraison. Voilà pour les essentiels de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Thomas. Puis on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio avec Oser Investir. Et là, on va parler des bonnes pratiques pour épargner, ma chère Laurence. Je pense qu'on en a bien besoin. En fin d'année, oui. Ouais, ça c'est clair. Ça va intéresser beaucoup d'auditeurs. Trice, à tout à l'heure sur Sud Radio. Merci. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.